Dès le tout début, il était clair que nous nous dirigions vers une confrontation majeure, même si nous ne savions pas si cela se transformerait réellement en agression militaire ou non, parce que c'est Trump. Mais il était évident que le régime israélien, le lobby sioniste, la classe Epstein qui domine l'Occident, voudrait faire ou souhaiterait faire tout ce qui est possible pour aider le régime sioniste. Et nous avons vu comment l'ambassadeur des États-Unis en Israël a essentiellement déclaré que si le régime prenait toute la région, ce serait acceptable. Et cela, je pense, est quelque chose que nous, Iraniens, disons depuis de très nombreuses années. Et d'autres ont essayé de dissimuler cela, à la fois dans la région et au-delà. Et bien sûr, la raison pour laquelle il y a tant d'hostilité envers l'Iran, envers le Hezbollah, envers Ansarullah, envers la résistance en Irak, et bien sûr, envers le peuple palestinien, c'est qu'ils sont les seuls à faire obstacle au projet du Grand Israël. Tous les autres pays, qu'il s'agisse d'Erdogan, des Émirats, du gouvernement égyptien, du Qatar, de la Jordanie, et ainsi de suite, font partie de l'Empire américain, et par conséquent, ils ne prendront aucune mesure pour empêcher le régime israélien de progresser. Du moins pas avant qu'il ne soit probablement bien trop tard. Mais l'Iran ne va pas reculer. Et je ne vois pas de scénario dans lequel les Américains remporteraient une guerre potentielle. Les Iraniens ont déclaré qu'ils fermeraient le détroit d'Ormuz. Ce ne sera pas une mesure de dernier recours. Pendant la guerre de 12 jours, il n'a pas été nécessaire pour l'Iran d'interrompre le commerce du pétrole et du gaz dans la région, car la guerre opposait principalement l'Iran au régime israélien. Les Américains ont mené une frappe symbolique. Ils n'ont évidemment pas anéanti le programme nucléaire, mais ce n'était pas suffisant pour justifier la destruction de l'économie mondiale. L'Iran ne veut pas que l'économie mondiale en pâtisse. Iran does not want the global economy to suffer. Iran has friends across the world, and ordinary people. L'Iran a des amis dans le monde entier, et les gens ordinaires de tous les pays veulent vivre en paix, gagner leur vie, élever leurs enfants, fonder une famille et construire des communautés décentes. Ainsi, l'Iran, même si les régimes de la région du Golfe Persique accueillent tous des bases américaines et aidaient le régime israélien pendant la guerre de 12 jours en permettant aux Américains d'utiliser ces bases. Voyant qu'ils pouvaient facilement gérer la guerre et vaincre le régime israélien, et qu'en fin de compte, ce dernier devait chercher un cessez-le-feu pour y mettre fin, n'a même pas envisagé d'aller dans cette direction. Cependant, si les États-Unis lançaient une attaque contre l'Iran, ce serait une toute autre affaire. Ce serait une menace existentielle, une guerre pour la survie. Ce serait une guerre de choix pour les Américains, menée au profit du régime israélien, évidemment. Mais dans ce scénario, l'Iran fera tout pour se protéger. Et puisque tous ces pays, ces petites dictatures familiales arabes de la région du Golfe Persique, accueillent des bases américaines, et qu'à l'heure où nous parlons, ces bases servent à planifier des actions contre l'Iran, alors l'Iran a parfaitement le droit de fermer le commerce du pétrole et du gaz. Et cela ne sera pas une mesure de dernier recours. Cela se produira dès le tout début. Eh bien, c'est un bon point. Si c'est une menace existentielle, une guerre de survie, comme vous le dites, il est logique que l'Iran joue ses cartes très différemment. Et il semble évidemment inévitable que les États du Golfe soient entraînés dans le conflit. Mais comment voyez-vous autrement les États-Unis intervenir? Parce que tout l'élément de surprise sera difficile à maintenir maintenant, puisqu'il se renforce en nombre. La rhétorique a clairement indiqué que telle est l'intention. Je veux dire, lorsqu'on évalue les menaces, on examine les intentions et les capacités. Et tout indique une attaque qui pourrait survenir dans les prochains jours.
Alors, voyez-vous d'autres éléments de surprise possibles qu'ils pourraient introduire? Je veux dire, utiliserait-il des combattants étrangers venant de l'étranger pour saboter? Ont-ils les mêmes réseaux à l'intérieur de l'Iran capables de perturber? Peuvent-ils attaquer par l'Azerbaïdjan? Comment percevez-vous l'élément de surprise? Parce que je pense que ce sera très important pour que les États-Unis réussissent. Et encore une fois, avec toute la puissance et le matériel militaire qui se sont accumulés dans la région, si l'effet de surprise s'y ajoute, cela pourrait être, vous savez, important, même si je ne dirais pas forcément décisif. Les services de renseignement iraniens sont assez efficaces. Ils savent plus ou moins ce qui se passe dans les pays voisins et à l'intérieur du pays. Nous avons vu les États-Unis, le régime israélien, les services de renseignement britanniques et, possiblement, les Français mener une rébellion armée, une sorte de semi-coup d'État dans le pays. Ce qu'ils ont reconnu, bien que les médias occidentaux prétendent qu'il ne s'agissait que de manifestations pacifiques. Ce n'était évidemment pas le cas. Nous avons vu d'innombrables images de violences extrêmes commises par des émeutiers, des terroristes et des agitateurs formés. Nous avons également vu des aveux clairs du secrétaire américain au Trésor, du Mossad dans sa déclaration en persan, et de Pompeo concernant à la fois l'implication israélienne et plus tard, il a reconnu l'implication américaine. Et bien sûr, la chaîne israélienne 14, proche de Netanyahou, a affirmé que des agences étrangères avaient introduit des armes pour tuer des centaines de policiers et d'agents de sécurité iraniens. C'est donc clair comme de l'eau de roche. Pendant qu'ils se vantent de ce qu'ils ont fait, les médias occidentaux font comme si rien de tout cela n'était arrivé et gonflent simplement les chiffres, alors même que l'Occident, et le régime israélien en particulier, sont responsables de l'effusion de sang. Ils manipulent les chiffres et essaient de faire croire que les Iraniens tuent des manifestants pacifiques pour justifier la mort, la destruction et le massacre. Ils veulent contribuer à construire le dossier en faveur de la guerre, que ce soit The Guardian ou Fox News. Cela ne change rien. Mais ensuite, nous avons vu qu'après les 9 et 10 janvier, lorsque cette insurrection armée a eu lieu et s'est immédiatement effondrée, les gens sont descendus 2 fois dans la rue pour défendre l'État et la Constitution. Le 12 janvier, puis à nouveau le 11 février, en nombre encore plus important. Je pense qu'il est clair que les États-Unis, tout comme le régime israélien, n'ont aucune capacité à faire quoi que ce soit de substantiel à l'intérieur du pays. Les pays voisins sont bien trop vulnérables. Aliyev, en Azerbaïdjan, est très vulnérable. C'est un dictateur et il n'est pas en mesure de nuire à l'Iran. En réalité, c'est plutôt l'inverse qui est possible. S'il pousse trop loin son alliance avec le régime israélien, je pense qu'il est tout à fait possible qu'il soit renversé avec l'aide de l'Iran. Il est donc probablement très nerveux en ce moment. C'est pourquoi il voyage sans cesse aux États-Unis et participe à des forums pour la paix et à toutes sortes de balivernes de ce genre avec Trump. En fait, je pense qu'il est clair que c'est vraiment l'inverse. Les alliés de l'Iran dans toute la région se préparent. En Irak, la résistance sait qu'une attaque contre l'Iran, une attaque existentielle contre l'Iran, est une attaque existentielle contre l'Irak, pour des raisons évidentes. Au Yémen, c'est la même chose. Et ce sont des pays avec d'énormes populations. Les alliés des États-Unis dans la région sont tous des dictatures familiales, et certains d'entre eux sont assez insignifiants et limités dans leurs capacités. Comme le Qatar, dont la population détentrice d'un passeport est d'environ 350 000 à 400 000 personnes. Les Émirats comptent une population détentrice d'un passeport d'environ 1,4 million, tandis que le nombre d'étrangers, principalement des hommes adultes, aux Émirats est d'environ 10 millions, je suppose.
Ils sont donc très vulnérables et faibles. Pourtant, l'Irak, avec une population de 45 à 47 millions d'habitants par exemple, ne peut pas être comparé à Bahreïn ou au Koweït, ni à quoi que ce soit de semblable. Donc, si cela devait devenir une guerre régionale, ce ne serait pas dans l'intérêt des États-Unis. C'est quelque chose que Trump ne peut pas gérer. Et l'Iran prépare également sa puissance de feu. Les États-Unis mobilisent tout ce qu'ils ont, mais l'Iran prépare aussi tout ce qu'il possède. Et le fait que le pétrole et le gaz transitent par le Golfe Persique ou par l'Asie de l'Ouest et le Caucase donne à l'Iran un énorme avantage. Et en plus de tout cela, je pense qu'il faut reconnaître que ces dictatures familiales ne sont pas très stables. Aucune d'entre elles ne bénéficie d'un véritable soutien populaire. Dans certains de ces pays, la grande majorité de la population est étrangère. Une guerre pourrait donc réellement modifier la carte de la région, et il se pourrait que certains de ces régimes pro-Trump s'effondrent. La guerre serait dévastatrice, sans aucun doute. Et en étant ici à Téhéran, je comprends évidemment, et les gens ici le comprennent aussi, ce que cela pourrait signifier. Mais ce n'est pas l'Iran qui cherche à mener une agression. Ce sont Trump et Netanyahou, et bien sûr l'Occident collectif, qui soutient tous les actes d'agression, y compris le génocide à Gaza. Ce que l'Iran peut faire et fera, c'est frapper aussi fort que possible, avec l'aide de ses alliés. Ils feront s'effondrer l'économie mondiale. Et je pense qu'en fin de compte, après une grande dévastation dans toute la région, Trump échouera. Il tombera. Le régime israélien et le régime de Washington seront tenus pour responsables de la catastrophe qui s'abattra sur le monde entier. Car lorsque les prix du pétrole et du gaz s'envoleront en période d'incertitude, et je sais que vous en avez parlé dans votre émission, l'économie mondiale, et en particulier celle des États-Unis, font déjà face à de graves difficultés. Ce serait catastrophique dans n'importe quelle circonstance, une guerre de cette nature. Mais dans ces circonstances, ce serait encore plus dévastateur. Et je pense que les gens aux États-Unis, la foule MAGA, n'ont bien sûr aucun problème avec les guerres sans fin. Ils n'ont aucun problème à tirer une balle dans le visage d'une femme blanche ou dans le dos d'une infirmière blanche qui s'occupe des anciens combattants. La foule MAGA se moque d'Epstein et de tous ses crimes. Mais lorsque leurs portefeuilles seront durement touchés, lorsqu'ils perdront leur emploi, lorsque les usines fermeront, lorsque les entreprises feront faillite, je pense qu'ils seront les premiers à chercher ceux qui poussent à la guerre.